Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de la conférence pour me donner l'occasion de présenter mes travaux dans ce talk. Donc, je m'appelle Samuel Tréton et je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Rouen sous la direction de Mathieu Alfaro. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de dialogue diffusif. Alors, par dialogue diffusif, j'entends des modèles d'équations de réaction-diffusion qui échangent les individus entre plusieurs domaines spatiaux. Alors, ma présentation va s'articuler en 4 parties. Dans la première partie, je vais parler du modèle champ-route diffusif, qui est le principal modèle autour duquel s'articule ma thèse. Ensuite, je parlerai d'explosions en temps fini de type Fujita, qui sont des problèmes non linéaires, donc. Suite à cela, j'introduirai un autre modèle de dialogue diffusif qu'on a appelé échangeur de chaleur, et qui diffère du champ-route par une géométrie légèrement plus simple. Et enfin, je parlerai du travail que je suis en train de mener actuellement avec Mathieu Alfaro et Mustapha Mouraghi, qui est un chercheur en probabilité au LMRS. Et donc notre travail actuel consiste à essayer de retrouver le modèle champ-route diffusif à partir d'un système de particules stochastiques. Alors avant d'amener le modèle champ-route en lui-même, j'aimerais tout d'abord lui donner deux motivations biologiques. La première concerne les loups au Canada, plus précisément dans la région d'Alberta, ici. Alors cette région est particulièrement riche en hydrocarbures, et ce qu'ont fait les exploitants de pétrole et de gaz, en fait, c'est qu'ils ont tracé ces longues lignes comme ça dans la forêt, pour pouvoir faire détonner des explosifs et regarder, suivant comment les ondes reviennent, savoir si oui ou non il y avait des hydrocarbures dans les sous-sols, pour ensuite creuser des puits. Alors c'est devenu problématique, en fait, au moment où les loups qui vivent dans ces forêts ont commencé à emprunter ces lignes dépourvues d'arbres, pour pouvoir se mettre à courir plus vite. Donc il y a des biologistes qui leur ont mis des puces GPS pour voir comment est-ce qu'ils allaient plus vite, et il s'avère que les loups courent jusqu'à 3 fois plus vite le long de ces routes, et en fait ça leur permet de parcourir de plus grandes distances, et ça augmente de la même manière leur probabilité de rencontrer des proies, comme le caribou ici, qui est une espèce en danger dans cette région d'Alberta. Le deuxième exemple enfin, la deuxième motivation biologique que je voulais donner aussi au champ-route, c'était la propagation de la peste noire au XIVe siècle. Alors, vous pouvez voir sur ces cartes que la propagation de la peste noire, il s'est représenté en jaune, a largement suivi les routes de la soie, qui sont ces lignes en rouge là, qui étaient en fait des routes commerciales reliant l'Est et l'Ouest. Alors, le point commun qu'il y a entre cette peste noire, la propagation de cette peste noire le long des routes de la soie, et la propagation des loups dans la forêt accélérée par ces lignes déforestées, c'est la présence d'une ligne de diffusion rapide qui accélère les mouvements des individus. Et donc pour modéliser de tels phénomènes, Henri Birastiki, Jean-Michel Roquejoffre et Lucas Rossi ont introduit en 2012 le modèle de réaction-diffusion champ-route, qui est le suivant. Alors c'est un modèle, un système de DP où on a deux inconnus qui sont U et V, et qui décrivent la densité d'une unique population vivant sur deux domaines différents qu'on appelle le champ et la route. Alors la fonction V, qui est ici, son domaine, c'est le demi-espace Rn-1 croix R+, représenté ici en vert qu'on appelle le champ, et pour la fonction U, son domaine, c'est la frontière du champ, à savoir l'hyperplan Rn-1, ici représenté en rouge, et qu'on va appeler la route. Dans le champ, les individus diffusent doucement avec un coefficient de diffusion petit d, et à contrario, les individus sur la route diffusent plus vite avec un coefficient de diffusion grand D. Et le champ, donc le champ et la route se passent des individus par la frontière du champ, et donc cela se traduit par une condition de bord de type Robin sur le bord du champ, ici, donc le flux rentrant dans le champ, et une réaction qui est l'opposé du flux rentrant dans le champ sur la route. Et en fait, en mettant une réaction opposée au flux entrant, on arrive à faire en sorte qu'on ait une conservation de la masse, au sens où, si vous appelez l'intégrale de la densité de V plus l'intégrale de la densité de U, vous appelez ça m de t, comme la masse du système, eh bien cette quantité m de t va être
identiquement constante au cours du temps et vaudra la masse de la donnée initiale. Donc en ce sens, il n'y a pas de fuite entre les échanges, entre le champ et la route. Et donc vous avez notamment ces paramètres mu et nu, qui sont des paramètres positifs, qui permettent de gérer les échanges entre le champ et la route. Donc mu est le paramètre de migration route vers champ, et nu est le paramètre de migration champ vers route. Donc ce modèle a été introduit en 2012-2013 par Berestigi, Rochefort aussi, et donc ils ont immédiatement, dans leur premier papier, montré que le problème était bien posé et qu'on avait en particulier un principe de comparaison qui est dû au caractère collaboratif des équations. Comme vous pouvez le voir, U contribue ici positivement dans le flux rentrant dans le champ, donc dans un certain sens U est de V, et de même, V contribue positivement à la réaction de la route, donc dans un certain sens V est de U, et en cela le système est dit collaboratif, si bien que c'est ça qui nous permet d'avoir un principe de comparaison. Alors suite à cela, il y a eu un certain nombre de travaux concernant le fait de mettre une fonction de réaction de type KPP dans le champ. Et en fait, ce modèle champ-route est particulièrement intéressant parce que le fait de mettre une réaction de type KPP dans le champ, en fait, provoque une invasion de l'espace. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette invasion est accélérée vis-à-vis de l'équation de KPP classique dans RN. Ceci étant notamment dû à la diffusion accélérée le long de la route. Et donc tout au long de la dernière décennie, il y a eu plusieurs généralisations du modèle champ-route avec KPP dans le champ, hein, notamment par exemple on a en 2015 des généralisations sur les termes d'échange. Donc Thomas Giletti a proposé des coefficients mu et nu des taux d'échange dépendant de l'espace parodiquement. Pottier a introduit des échanges entre champ et la route à longue portée. Concernant la géométrie, Tellini a fourni une série de travaux sur les cylindres, donc commençant par la bande, puis le cylindre à base boule, puis le cylindre à base quelconque. Ou encore, Romain Ducasse a regardé un champ en forme de cône. Et par exemple, un dernier exemple, Elisa et Min ont regardé des fonctions de réaction périodiques dans la direction de la route. Mais en fait, jusqu'à récemment, personne n'avait encore regardé le modèle champ-route purement diffusif, et donc avec Romain Ducasse et Mathieu, on a regardé ce qu'il en était pour le champ-route diffusif, et il s'avère qu'on a réussi à trouver une solution explicite pour le champ-route purement diffusif, donc le champ-route ici, sans fonction de réaction. Et donc maintenant, je vais vous expliquer quelle est la méthode qui nous a permis d'accéder à ça. Donc je vais prendre pour cela un exemple un peu plus simple, qui est l'équation de la chaleur en demi-espace. Alors c'est sensiblement le champ-route en prenant mu égale 0, ce qui permet en fait de découpler les équations, et de travailler ainsi seulement sur la géométrie champ, qui en fait, c'est cette géométrie qui nous empêche de faire les transformées intégrales de Fourier usuelles sur tout l'espace. Et en fait, c'est ça en fait le cœur du problème pour trouver une solution explicite pour le champ-route et l'équation de la chaleur en demi-espace. Alors l'outil principal qu'on utilise ici est une transformée de Laplace sur le temps et une transformée de Fourier dans toutes les directions que l'on peut en x, c'est-à-dire, bah oui, seulement en x du coup, parce que en y, on ne peut pas la faire parce que la transformée de Fourier, parce qu'on n'intègre que sur des y positifs. Alors là, on utilise les propriétés usuelles de Fourier de Laplace, à savoir que la transformée de Fourier casse le Laplacien en x, au prix de faire sortir un moins norme de Dexier au carré devant le Fourier de la solution. Et la transformée de Laplace, qui marche un petit peu pareil, casse la dérivée temporelle, au prix de faire apparaître un moins S, le Laplace de la solution. Et en fait, comme le fait de casser, en fait, ça vient d'intégration par partie avec les termes de bord qui disparaissent. Le fait qu'en fait on intègre seulement de 0 à l'infini pour la transformée de Laplace nous fait apparaître un terme de bord, donc un terme de bord temporel, qui donc est la donnée initiale. Donc ceci nous amène en fait à une EDO linéaire d'entre-deux, hein. Vous voyez qu'en fait il ne reste plus que les dérivés en Y, ou donc on a une EDO linéaire d'ordre 2 en Y, où les variables de Fourier de Laplace, donc S pour Laplace et Xi pour Fourier, jouent le rôle de paramètre. Donc à partir de là, on peut résoudre cette équation explicitement, il faut juste fixer 2 degrés de liberté pour cette EDO linéaire du courant dans Y,
Donc pour cela, on utilise dans un premier temps la condition de bord de Robin en y égale 0, et on impose, lorsque y tend vers l'infini, la disparition asymptotique de v. Donc cela nous permet d'avoir une expression explicite pour le Fourier Laplace de notre solution V, et il reste juste à aller voir dans les tables de Fourier de Laplace pour trouver une expression explicite pour notre solution V de notre problème de chaleur en demi-espace. Alors vous verrez par exemple ici qu'on a réussi à écrire notre solution, donc ce h nu est connu, donc on a réussi à écrire la solution comme l'intégrale de la donnée initiale contre ce h nu qui est une solution fondamentale, en le sens où c'est la solution partant d'une donnée initiale de type où on a pris des zéros, une masse de Dirac. Alors en appliquant une méthode similaire pour le champ-route, on a réussi donc à exhiber une solution fondamentale pour ce problème champ-route diffusif, qui est la suivante. Donc vous pouvez voir que dans l'expression de cette solution apparaissent naturellement les fonctions grand V et grand U, qui sont les solutions des problèmes découplés, au sens où V est la solution de l'équation de la chaleur en demi-espace énoncée précédemment, donc sans le mu, donc découplé, et U est l'équation de la chaleur sur la route. Et ce qui est, à mon sens, le plus intéressant dans l'expression de ce U et de ce V, c'est cette fonction grand lambda, on peut qui est assez complexe à écrire, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, mais elle a une interprétation physique assez marrante. C'est que si vous prenez une donnée initiale de type 0 dans le champ et Dirac sur la route, alors qu'est-ce qui se passe? Votre équation de la chaleur pour grand V, c'est l'équation de la chaleur partant de 0, ça fait complètement 0, donc ça fait 0. Donc on a 0 ici, 0 là, l'intégrale disparaît là, et là ça fait 0. Et au final, à une constante près, vous intégrez lambda contre un Dirac, donc finalement, V est exactement lambda moins une constante près. Et donc en ce sens, lambda décrit fondamentalement les mouvements de la route vers le champ, et fait partie en fait en quelque sorte un bout de la solution fondamentale du noyau de la chaleur pour le champ route. Alors maintenant, on va ajouter des fonctions de réaction sur le champ route, hein, notamment dans le champ. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un grand engouement à vouloir ajouter des fonctions de réaction de type KPP dans le champ. Et pour de telles fonctions de réaction de type KPP qui forcent les petites populations à grandir, qui est très favorable aux petites populations, l'invasion est systématique, autant pour l'équation de réaction-diffusion classique dans RN, que pour l'équation de réaction-diffusion, enfin le système d'équation de réaction-diffusion du champ route. En 1978, Aronson et Wenberger ont regardé des fonctions de réaction légèrement différentes en introduisant ce qu'on appelait un effet Ali, qui signifie biologiquement qu'on introduit une certaine difficulté à croître lorsque la densité de la population est faible. Alors concrètement, pour faire ça, on peut prendre la logistique, prendre le premier terme de la logistique et l'élever à une puissance surlinéaire, ce qui aura pour effet en fait de délinéariser l'équilibre instable de l'EDO sous-jacente V' égale ça. Et en fait, si vous regardez le taux de croissance rapporté au nombre d'individus, dans le cas KPP, c'est V1 plus P sur V, V1 plus V sur V, donc 1 moins V, qui est maximal lorsque V égale 0. Et si vous faites le taux de croissance rapporté au nombre d'individus ici, bah, il sera plus maximal en V égale 0. Et en ce sens, on dit qu'on a introduit un effet AI. Et donc en 1978, Aronson et Wenberger ont montré que si votre P était suffisamment grand, donc P qui contrôle l'intensité de l'effet AI, plus P est grand, plus il y a d'effet AI, donc si P est suffisamment grand, alors l'invasion n'est plus systématique et on a des données initiales qui, si elles sont petites et mal conditionnées, vont s'éteindre en temps. Alors j'ai réécrit ici l'équation de réaction-diffusion sous-jacente à ce rectangle bleu. Et donc on en vient à se poser des questions quant à la stabilité de cette équation de réaction-diffusion, qui moralement va rester la même si je retire le terme de compétition en V puissance 2 plus P, ce qui m'amène donc à considérer la stabilité de l'état trivial 0 pour cette équation-ci. Alors sans le terme de compétition, le problème qui apparaît ici est un problème de global existence versus explosion en temps fini. En effet, les solutions de ce problème-ci sont soumises à deux effets antagonistes que sont la réaction et la diffusion. Concernant la diffusion, associée à l'équation de la chaleur,
Ces solutions décroissent, donc l'équation de la chaleur éparpille la masse de la population dans tout l'espace, et décroît donc de cette manière uniformément, avec le contrôle sharp et uniforme, constant de sûreté à la puissance n sur 2. Et en ce sens, on dit que la solution de l'équation de la chaleur a un taux de décroissance algébrique en n sur 2. Du côté de la partie réactionnelle, donc qui est liée à l'EDO sous-jacente U' égale U1 plus P, on peut résoudre cette EDO par séparation des variables, hein. Vous avez C et T boom qui dépendent de la donnée initiale U0. Et on voit donc que la solution de cette EDO exhibe une explosion en temps fini, et qui plus est, un taux d'explosion algébrique en 1 sur P. Alors en réunissant la partie réactive et la partie diffusive de l'équation pour se ramener à l'équation de réaction-diffusion ici écrite en jaune, il se pose la question naturelle, est-ce que les solutions sont globales et se comportent comme les solutions de l'équation de la chaleur, ou bien est-ce qu'elles vont exploser en temps fini comme le font les solutions de cette EDO. Et c'est en 1966 que le mathématicien japonais Fujita a fourni une réponse à cette question. Et donc en fait, sa réponse repose sur la comparaison des deux quantités algébriques remarquables associées à la diffusion et associées à la réaction. Plus précisément, si vous avez votre taux d'explosion algébrique qui est plus grand que votre taux de disparition algébrique de la chaleur, alors la réaction prévaut sur la diffusion en le sens où toute solution positive va exploser en temps fini. A contrario, si votre taux d'explosion réactif est plus faible que votre taux de décroissance diffusif, alors la diffusion peut gagner, en le sens où étoile va admettre des solutions globales qui seront moralement petites. Alors avec l'intention de faire un Fujita sur le champ-route, ressemblant à ce genre de système, j'ai dressé ici une timeline de ce qui a pu être fait sur le champ-route avec des fonctions de réaction de type Fujita. Alors vous avez ici, j'ai essayé de regrouper en vert les 4 grandes familles d'ajout de fonctions de réaction. Donc, par exemple, en vert, vous avez des fonctions de réaction de type V puissance P sur l'équation de U, et U puissance Q sur l'équation de V, et tout un tas de généralisations, hein, où les gens ont, par exemple, regardé des coefficients de diffusion différents, de la diffusion locale, ils ont mis des coefficients spatiaux ou temporels devant les termes réactionnels, ou encore ils ont fait du couplage enchaîné. Pour les équations en orange, on est à un couplage de type produit, comme ici, et pour les équations, les systèmes en bleu, on est sur des couplages de type somme. Alors vous pouvez remarquer que sur tous les systèmes qui sont écrits ici, le couplage est toujours fait par le terme de réaction. Et ce qui n'est fondamentalement pas le cas sur Fujita, sur le champ-route ici, qui en fait est un problème de diffusion couplée, de base, qui est juste le champ-route diffusif, couplé donc, auquel on ajoute une fonction de réaction non couplante. Et en cela ouvre un nouveau champ de recherche vers les systèmes de type Fujita, où le couplage est fait uniquement par la diffusion. Alors, en première approche pour ce genre de nouveaux problèmes, on a un petit peu simplifié notre modèle diffusif, donc on a pris ce qu'on a appelé un échangeur de chaleur, donc qui a des similarités avec le champ-route, mais qui est quand même un peu plus simple. Donc, comme pour le champ-route, on a des individus qui échangent entre deux domaines, et qui diffusent sur chacun des deux domaines avec des coefficients de diffusion différents, et qui s'échangent des individus avec des termes linéaires dirigés par les coefficients d'échange mu et nu. Mais la différence principale avec le champ-route, en fait, c'est la géométrie du domaine. Ici, on a pris 2 fois Rn, alors que pour le champ-route, on avait seulement un demi-espace pour l'une des inconnues et sa frontière pour l'autre. Donc, en le sens de la géométrie, ce système d'échangeur de chaleur diffusif est plus simple. Alors, avec l'intention de caractériser les solutions d'un tel problème diffusif, et notamment d'exhiber un taux de décroissance uniforme vers 0, il faut donc qu'on ait
une légère donc, considération sur cet échangeur de chaleur diffusif. Alors, dans un premier temps, je vous propose donc de considérer ce problème en prenant toutes les constantes égales à 1. Alors, en faisant ça, je peux librement faire la somme et la différence à la fois des inconnus et à la fois des systèmes, hein, ça se comporte assez bien avec les Laplaciens, si bien que j'obtiens pour sigma et pour delta un système complètement découplé, où vous avez l'équation de la chaleur dans la première ligne, et sur la deuxième ligne, vous avez l'équation de la chaleur altérée d'une réaction linéaire qu'on peut absorber avec une exponentielle en temps. De cette manière, je suis capable de trouver des expressions explicites pour sigma et delta, qui sont la somme et la différence, et ensuite, en prenant la demi-somme, la demi-différence, je suis capable d'expliciter les expressions de U et de V, qui sont donc écrites ici. Alors vous pouvez voir que, exponentiellement vite, les solutions U et V vont se comporter comme les solutions U infini et V infini, que je vais appeler par la suite solutions persistantes, de l'équation de la chaleur partant d'une donnée initiale de type qui est la moyenne en fait des données initiales U0 et V0. Alors quand C, D, mu et nu ne sont plus forcément les mêmes, il se passe en fait à peu près la même chose, en le sens où U et V vont converger exponentiellement vite et uniformément vers les solutions persistantes U infini et V infini, qui sont les solutions des deux problèmes d'évolution suivants, celui-ci et celui-ci. Alors, j'insiste déjà d'une part sur le fait qu'on peut observer que U infini et V infini sont découplés, vivent leur vie chacun de leur côté. Mais la partie qui, selon moi, est la plus intéressante sur ces problèmes d'évolution, c'est cet opérateur L ronde ici, et là, qui est le même, hein, et que l'on caractérise à travers la manière dont il traite les fréquences de son argument. Alors, la phrase que je viens de dire est mathématiquement écrite ici. Alors, pour se raccrocher à des choses de connues, si L est le Laplacien, vous avez Laplacien, enfin, Fourier de Laplacien f, c'est moins norme de xi 2 fois le Fourier de f. Donc, si L est le Laplacien, enfin, L ronde est le Laplacien, L droit va être moins norme de xi 2. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, L droit est complètement connu, hein, et son analyse nous permet en fait de décrire comment est-ce que L va agir sur les fréquences de son argument. Alors, comme dans l'exemple précédent, lorsque C égale D égale mu égale 1, U infini et V infini sont les solutions de l'équation de la chaleur, donc L égale le Laplacien, et L droit est moins norme de xi carré. Alors ça devient plus intéressant lorsque les coefficients de diffusion et d'échange sont fondamentalement différents. Vous avez que, dans ce cas, que L va se comporter comme un certain Laplacien dans les basses fréquences. On va avoir une phase de transition entre les deux, et en haute fréquence, L va se comporter comme un autre Laplacien. Et par ailleurs, cette transition est d'autant plus abrupte que C est différent de D et mu est différent de mu. Et donc, en ce sens, on peut interpréter cet opérateur L comme une sorte de mixture de deux Laplaciens différents. Alors enfin, je n'ai pas parlé de la donnée initiale de ces problèmes, mais si je dis ça, F et G sont des combinaisons linéaires de U0 et de V0. Donc par exemple, lorsque C égale D égale mu égale 1, la donnée initiale est bien une combinaison linéaire de U0 et de V0. Mais dès que C est différent de D, dès que les coefficients de diffusion sont différents, il faut altérer U0 et V0 par des filtres haute fréquence et basse fréquence. Donc c'est un peu plus compliqué lorsque C, D, mu et nu sont différents. Alors bien qu'on ne soit pas capable de retrouver une solution explicite pour les solutions de l'échangeur de chaleur diffusif, on est tout de même capable de produire un taux de décroissance algébrique uniforme, et qui est, sans surprise, en n sur 2. Alors, pour fournir un tel résultat, en fait, comme la solution UV tend exponentiellement vite vers les solutions persistantes U infini et U infini, il suffit juste d'estimer ces deux-là dans l'infini. Et comme on les connaît que du coup de côté Fourier, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une inégalité de Hausdorff-Young,
qui nous donne un contrôle uniforme sur la fonction avec un contrôle de la masse du Fourier de cette fonction. Et donc, avec ces inégalités de Zorn, il nous suffit donc, donc on voulait estimer les solutions persistantes en sup, il nous suffit pour cela d'estimer le Fourier des solutions persistantes en masse. Alors, je prends juste l'exemple de U infini pour l'exemple, hein. Donc, on prend la masse donc, de U infini et on sépare en haute et basse fréquence, hein, avec une égalité triangulaire assez simple. On montre dans un premier temps que les hautes fréquences disparaissent exponentiellement vite, si bien qu'en échelle de temps algébrique, il ne reste plus que les basses fréquences. Et donc à partir de là, il faut aller voir du côté de comment L droit traite les basses fréquences. Donc comment est-ce que L ronde affecte les basses fréquences de son argument. Et donc là, vous voyez que en fait, les hautes fréquences et basses fréquences sont séparées par un A positif, que en fait, je peux prendre arbitrairement petit, si bien que lorsque je le prends suffisamment petit, le dl de L droit au voisinage de 0 est suffisant pour estimer cette intégrale par cette intégrale de Gaussienne. Et finalement, c'est cette intégrale de Gaussienne qui nous redonne l'exposant n sur 2 que l'on a ici. Alors, donc maintenant, je vais ajouter des fonctions de réaction de type Fujita sur le problème diffusif de l'échangeur de chaleur, donc des fonctions de réaction Fujita surlinéaires non couplantes. Alors, vous voyez l'apparition d'un terme kappa ici, qui joue le rôle d'un bouton on-off. Si kappa vaut 0, alors on n'a qu'une seule non-linéarité, et si kappa vaut 1, bah, on a deux non-linéarités, hein. En fait, on pouvait faire les deux, donc on ne s'est pas privé de le faire. Alors, le résultat est le suivant. Si votre taux de décroissance algébrique de la diffusion est plus faible que l'un des deux taux d'explosion des EDO sous-jacentes, U point égale U1 plus P et V point égale kappa V1 plus Q, alors la réaction gagne toujours, au sens où toute solution positive de l'échangeur de chaleur Fujita va exploser en temps fini. Contrario, si votre taux de décroissance L infini de l'échangeur de chaleur diffusif excède les deux taux d'explosion algébrique des EDO sous-jacentes aux réactions, alors la réaction peut gagner sur la diffusion, en le sens où ce problème va admettre des solutions globales positives. Alors, pour montrer la possible globale existence, la méthode est assez classique et consiste en fait à construire une sursolution de cette forme-ci, f de t fois grand U grand V, où grand U grand V est la solution du problème diffusif, donc l'échangeur de chaleur diffusif, et f est une fonction à trouver. Alors, on peut montrer donc que si, donc en fait on prend cette fonction-ci, on l'ersatz dans le surproblème associé ici, hein, parce qu'en fait on a un principe de comparaison dû au caractère collaboratif du couplage. Donc on prend une telle fonction qu'on ersatz dans le surproblème ici, et il apparaît naturellement que l'on doit se placer dans ce régime-là de possible globale existence, dans ce régime-ci, pour pouvoir trouver, dans certains cas, un f qui va être borné. Et donc dans ce cas-là, la solution de l'échangeur de chaleur Fujita dans ce régime va être bornée par f, qui lui-même est borné par une constante, donc borné par une constante, fois la solution du problème diffusif. Donc les solutions dont on a montré la globale existence décroissent vers 0, qui plus est à la même vitesse que les solutions de l'équation, du système purement diffusif. Alors concernant l'explosion systématique, en fait les méthodes traditionnelles ne marchaient pas, hein, parce qu'en fait, classiquement, dans sa preuve historique, Fujita utilisait le noyau de la chaleur et toutes ses bonnes propriétés pour pouvoir en fait se ramener à des problèmes EDO, un problème EDO qui le fait exploser en fait. Et en fait, il en va de même pour les systèmes uniquement couplés par la réaction. Et ce que nous, on ne peut pas faire, parce qu'en fait,
notre noyau de la chaleur n'est plus du tout explicite et est a priori beaucoup plus compliqué que juste celui de l'équation de la chaleur. Du fait dans un premier temps, en fait, déjà on a deux inconnus, et donc le noyau de la chaleur est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué à expliciter. Donc la méthode qui va marcher ici, c'est de passer la solution à travers un flou gaussien. Donc essentiellement, on prend une famille de noyaux gaussiens indexés par un paramètre epsilon qui va jouer le rôle de flou. Euh, et en fait, en fait, cette famille de noyaux gaussiens est de masse 1 systématiquement, hein. On s'arrange avec une constante de vent pour que ça reste de masse 1. Et en fait, epsilon qui joue le rôle de flou va en fait gérer l'évasement en fait, des gaussiennes. Et donc, quand je dis flouter la solution à travers un flou gaussien, c'est que vous fixez un epsilon, donc, qui est l'indice de la famille des fonctions gaussiennes. Vous avez une fonction gaussienne qui est associée donc à cet epsilon, et vous convolez la solution avec cette fonction gaussienne, et ça vous donne la solution floutée à travers le noyau gaussien. Et donc, ces noyaux gaussiens, ils ont la bonne propriété d'être des sous-fonctions propres du Laplacien lorsque le flou est choisi suffisamment important, si bien qu'à un moment donné, dans une inégalité, on va avoir le Laplacien du flou gaussien, qu'on va pouvoir casser dans une inégalité, en utilisant que c'est une sous-fonction propre du Laplacien, par une constante fois ce noyau gaussien, si bien qu'en fait, on se ramène à un problème EDO, dont l'explosion sera équivalente à celle de notre solution. Donc au final, on fait juste exploser un problème, on fait un surproblème, un sous-problème EDO qu'on fait exploser. Voilà, alors dans le temps qui reste, je vais donc vous parler du travail que l'on mène en ce moment avec Mathieu et Mustapha Mouraghi à propos donc d'un système champ-route particulière, donc un système champ-route diffusif. Et donc dans un premier temps, je vais vous montrer un peu les moves que l'on fait classiquement sur l'équation classique de l'équation de la chaleur sur le segment 0,1 avec des conditions de bord de type Neumann. Donc le but de ce slide, ça va être de retrouver l'équation de la chaleur avec Neumann sur le segment 0,1. Alors on considère un système de particules comme celui-ci avec n-1 sites. La première règle que l'on impose, c'est l'exclusion simple, et qui stipule que un site ne peut accueillir que au plus une particule. Donc chaque état du système peut s'écrire comme une suite finie de 0 et de 1 en nombre n-1. Alors si vous prenez une horloge, un site à l'intérieur donc pas sur les bords, mais à l'intérieur du système, il est muni de deux horloges, une horloge de saut à gauche et une horloge de saut à droite. Et donc ces horloges sonnent à des temps aléatoires qui suivent des lois exponentielles de paramètres. Donc là, c'est tau, c'est l'intensité écrite sur l'horloge. Donc l'intensité d'une horloge exponentielle, c'est moralement sa fréquence moyenne de sonnerie. Donc plus l'intensité est forte, plus l'horloge va en moyenne sonner fréquemment. Lorsqu'une horloge sonne, on fait le mouvement indiqué par cette horloge, tout en vérifiant qu'on vérifie bien l'exclusion simple. Donc si une horloge nous demande de faire superposer des particules, on interdit le mouvement. Alors vous pouvez voir que les horloges à l'intérieur du champ sont accélérées par un coefficient, il y a un coefficient n carré devant ces horloges, et en fait, lorsque n va devenir grand, les horloges vont sonner d'autant plus fréquemment que n va devenir grand, et en cela, on dit que les horloges à l'intérieur du domaine sont accélérées par n carré. Alors cette accélération en n carré vient tout simplement du scaling parabolique, qui va en fait nous permettre de retomber sur la bonne équation au final. Alors, s'il y en a qui connaissent la méthode de Donsker pour reconstruire le mouvement brownien avec des marches aléatoires à temps discret et espace discret, à temps discret, on saute avec probabilité un demi à gauche et un demi à droite de l'incrément du pas d'espace discret. Et donc, en envoyant les pas d'espace discret et les pas de temps discret à 0, en préservant le pas d'espace discret au carré sur le pas de temps discret égale une constante, alors on arrive à reconstruire le mouvement brownien en faisant ça. Et ben, en fait, si on ne préserve pas ce ratio parabolique, qu'est-ce qui se passe?
Si on envoie le pas d'espace à 0 trop vite, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout écraser, et donc en fait on ne va plus rien voir, le brownien va se réduire à 0, et si on l'envoie trop lentement, bah, en fait les horloges de temps, enfin le temps va faire sauter beaucoup trop loin, et en fait, en espérance, on sera plus du tout borné en fait. Donc du coup, c'est ce ratio parabolique qui fait que le brownien est en moyenne, est borné en moyenne. Et donc en fait là, c'est exactement ce qui se passe, hein, parce que le temps caractéristique de sonnerie d'une horloge, donc qui est en 1 sur la fréquence, donc en 1 sur n carré, donc le temps caractéristique c'est 1 sur n carré, et donc là on est à l'échelle microscopique, donc la distance entre là et là est 1, mais si je me place à l'échelle macroscopique, la distance entre là et là c'est 1 sur n. Donc la distance caractéristique entre deux sites est de 1 sur n. Donc si je fais pas d'espace au carré sur pas de temps au carré, j'ai 1 sur n au carré sur 1 sur n au carré. Donc je me retrouve bien avec quelque chose qui ne dépend pas de n, donc je peux pouvoir envoyer n à l'infini et donc retrouver mon- la solution de mon problème d'équation de la chaleur parabolique. Donc maintenant, si je prends une suite de mesures de probabilité mu n sur l'espace d'état 0,1 à la puissance n-1, donc ça c'est ce qu'on appelle l'espace d'état, hein, c'est toutes les suites finies de taille n-1 de 0 et de 1, donc là-dedans, vous avez tous les états possibles du système à n fixé, et donc essentiellement une mesure de probabilité là-dessus, c'est une mesure de probabilité discrète, donc en fait c'est un gros vecteur de R puissance 2 puissance n-1, qui a toutes ses coordonnées positives et dont la somme des coordonnées fait 1. Voilà, donc je prends une suite de mesures de probabilité sur les espaces d'état et qui convergent lorsque n tend vers plus l'infini, dans un certain sens, vers une fonction U0 qui va être ma donnée initiale de mon problème. Et si j'appelle état n de t le processus markovien de saut associé à cette mesure initiale et la dynamique décrite ici, alors un théorème de Boile-Tasso et ses associés en 2017 est que le processus markovien de saut état n de t va converger dans un certain sens vers la solution U de t de l'équation de la chaleur sur le segment 0,1 avec Neumann sur les bords et donnée initiale U0. Alors du coup, on essaie de faire un peu pareil sur notre problème champ-route. On va retrouver donc un champ-route diffusif, donc on veut un théorème analogue à celui-ci pour notre champ-route diffusif. Alors tout d'abord, on s'est ramené à une géométrie bornée, hein. Donc on a commencé par tronquer dans la direction de Y, en imposant des conditions de type Neumann. Donc, c'était la manière la plus naturelle d'introduire ça, parce qu'on veut un flux nul, sinon on cherche une préservation de la masse à la limite. Oui, alors je l'ai pas dit, mais en fait, les horloges ici et là ne sont pas accélérées, parce qu'on peut se demander, là, il y a pas de flux rentrant, et là, il y a des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Mais en fait, ici et là, ce n'est pas accéléré, si bien que en fait, la masse de la population n'est pas préservée pour le système stochastique. Mais en fait, quand on passe à la limite, les horloges de l'intérieur sonnent tellement plus fréquemment que les horloges des bords, qu'en fait, la dynamique déterministe ne va plus voir les bords, et c'est pour ça qu'on récupère des conditions de bord de type Neumann ici. Donc on impose des conditions de bord de type Neumann sur le bord de notre haut du champ, comme ça. Dans la direction de X, on va périodiciser la solution, donc c'est essentiellement pour éviter d'avoir des points, parce que sinon en fait on était obligé de se ramener en domaine borné pour pouvoir coller à ce que font les Brésiliens. Et en fait, de base on voulait juste faire une boîte avec du Neumann partout. Le problème étant que ça faisait apparaître des coins et on savait pas trop ce qu'il fallait mettre sur les coins. Donc en fait, la manière la plus naturelle était de faire un tore, comme ceci. Donc, en haut du tore, enfin un cylindre, pardon. En haut du cylindre, on impose des conditions de bord de type Neumann, comme dans l'exemple du papier des Brésiliens. À l'intérieur du champ, on diffuse avec un coefficient petit d accéléré par n carré pour retrouver le Laplacien. Sur la route, on diffuse avec un coefficient de diffusion grand D accéléré par n carré pour retrouver le Laplacien horizontal. Et enfin, la partie la plus intéressante du modèle,
c'est la dynamique d'échange que j'ai décrite ici, qui se compose de 4 mouvements. Vous avez 2 mouvements accélérés par n, qui vont moralement permettre de retrouver la condition de bord de type Robin, qui est d'ordre 1, et vous avez 2 mouvements non accélérés, qui vont permettre de retrouver la, la- la fonction de réaction qui est d'ordre 0 sur la route. Alors, avec un tel modèle euh, de, de particules ici, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas retrouver le modèle champ-route historique proposé par Berestiki, Rochefort et Rossi, mais une version non linéaire de celui-ci. On a 2 paramètres non linéaires qui apparaissent ici. Donc, ils ne sont pas gênants pour la préservation de masse, hein, parce que l'un est toujours l'opposé de l'autre. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, on pense que l'apparition de ces termes linéaires provient du fait que ce genre de modèle force les densités à être comprises entre 0 et 1. Et en fait, il s'avère que pour le champ route classique, dans un certain sens, U et V ont tendance à s'équilibrer en ratio vers mu sur nu. Et en fait, on pense que si mu et V, mu et nu sont complètement différents, sur le champ route classique, en fait, ça imposerait, par exemple, si U égale 1,5, et mu sur nu, c'est 52, eh bien, on se retrouverait avec un V qui vaut 26, par exemple, et ça exploserait le plafond, le plafond 1, en fait. Et donc, on pense que ce terme non linéaire, en fait, c'est une certaine manière que le système a pour se protéger de U et V dépasse 1, en fait. Mais en fait, c'est pas vraiment un problème, parce que vous pouvez remarquer que si vous prenez mu égale nu dans ce système, alors les termes le terme non linéaire, là, ici et là, ils disparaissent. Et en fait, il s'avère que n'importe quel système champ-route avec CD mu nu quelconque, positif toujours, n'importe quel système champ-route peut se ramener à un système champ-route où vous avez les taux d'échange qui sont identiques. Alors pour faire ça, il faut faire des scaling en espace, en temps et sur les variables, mais ça se fait assez bien. Si bien que le système champ-route historique, original, rentre dans le cadre de ce genre de système champ-route où on a fait apparaître des nouveaux termes non linéaires. Donc en cela, finalement, ces termes non linéaires ne sont pas un problème et en fait ouvrent certaines questions sur, sur le modèle champ-route en lui-même. Est-ce que ces termes non linéaires ont une présence légitime sur, entre guillemets, le vrai champ-route? Voilà, donc c'est assez excitant d'avoir des nouvelles choses qui apparaissent comme ça. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci.